Aurélie Cerceau a 30 ans. Elle n'est pas encore secrétaire de la conférence. Elle travaille dans un cabinet d'affaires, mais elle vient régulièrement au palais assurer la défense des plus démunis. C'est par passion du pénal qu'elle a choisi ce métier. En fait, moi, quand j'ai commencé à être avocat, je voulais pas être l'avocat que des entreprises, que des nantis, que de ceux qui ont les moyens d'avoir les meilleurs. Je voulais apprendre mon métier, mais c'était vraiment pouvoir défendre celui qui a peut-être pas eu la chance de bien se débrouiller dans la vie, qui n'a pas eu la chance d'être aidé, d'être épaulé. Alors j'espère que parce que je lui parle, parce que parfois quand on a une relaxe ou quand on a une bonne décision, eh bien ça lui donne envie peut-être d'éviter de refaire ce qu'il a commis. Je suis permanence aujourd'hui. Merci. Chaque jour au palais de justice, une vingtaine d'avocats sont commis d'office. Des volontaires qui se répartissent à tour de rôle les permanences pour défendre les prévenus qui ne peuvent s'offrir les services d'un avocat. Bonjour. Pour vous, le box 1 est réservé. D'accord. Et en premier dossier, pour 23-1. Très bien. Ce matin, 4 affaires sont confiées à Aurélie. Les prévenus qui se trouvent ici sortent de 48 heures de garde à vue et ils seront jugés dans l'après-midi, selon la procédure des comparutions immédiates. Les peines encourues s'échelonnent de quelques mois avec sursis à 10 ans d'emprisonnement. Il est 10 heures, les audiences débutent à 13h30. Avant l'audience, chaque dossier est étudié par 3 personnes. Le juge, René Groumand, qui va présider l'audience. Il lit le dossier et prend en compte toutes ses composantes. Le substitut du procureur, Mathieu de Baptiste. Il va requérir contre le prévenu. Il recherche dans le dossier les preuves de l'accusation. Et puis l'avocat, qui en fait une toute autre lecture en cherchant les éléments favorables à la défense. Le premier homme que va défendre Aurélie a menacé de mort 2 jeunes femmes. Selon lui, elle lui devait 20 €. Il leur avait vendu une barrette de cannabis. Il risque 3 ans de prison. Dès qu'ils sont prêts au box numéro 2 ? Numéro 2. Merci. Le substitut du procureur rencontre le prévenu en premier. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur ? Oui. Alors dites-moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé emporter d'une manière assez violente, mais c'était plus verbal, à part que j'avoue que j'ai mis 2-3 baffes et il y avait un couteau dans l'affaire. Votre casier judiciaire, vol aggravé, violence en 2005, menace de mort en 2005. Et en l'occurrence, on vous reproche d'avoir menacé de mort mademoiselle Guève en lui disant à plusieurs reprises « je vais t'enlever la vie ». Vous avez également menacé d'un crime mademoiselle Guève et mademoiselle Monge, en l'espèce en les menaçant de les violer, tout en brandissant un couteau de cuisine. Ah oui, vous lui avez passé le couteau sur le bras, etc. Vous vous souvenez de ça ? Ça, en fait, c'est le manche, je l'avais du côté, j'avais tapé sur sa gorge. Ah bah monsieur, elle a perçu le couteau qui glissait sur son bras, elle n'a pas perçu ça comme étant une invitation à aller danser, hein. Bon, et les menaces de viol, monsieur. Si les policiers vous posent la question et vous dites, bah j'ai peut-être mis sa main sur sa cuisse, c'était un geste de sympathie. Je vois pas comment ça peut être un geste de sympathie, la main sur la cuisse d'un côté et le couteau dans l'autre, c'est difficilement sympathique. Non, ça sert à rien. Et les policiers constatent que vous êtes en érection. Oui, j'avais un boxeur. Ça fait beaucoup, hein. Mais monsieur, j'avais un boxeur, je sais très bien. Bon, et vous l'avez menacé de mort, vous reconnaissez ? Menacé de mort, non. Les 20 €, vous en avez bien un besoin urgent qui justifie que vous menaciez ces 2 gamines? Ça justifiait 20 €, ça, franchement? Non, monsieur. Comment vous expliquez ça, monsieur? Parce que la question qui va se poser au tribunal tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Ça y est, j'ai fini d'étudier mon 2e dossier. Vu le nombre de dossiers, Aurélie n'a que 20 minutes pour faire connaissance avec son client. Est-ce qu'il est... il est là? Ouais. On vous l'envoie tout de suite. Merci. Si celui-ci accepte de garder l'avocat commis d'office. Bon. Vous voulez un avocat? Ouais. Vous en connaissez un ou vous voulez l'avocat commis d'office? Un avocat commis d'office. Vous allez voir votre avocat et ensuite on se verra au tribunal. Levez-vous. Bah vous risquez une peine d'emprisonnement, monsieur. C'est ce que la loi prévoit. Okay. Voilà. Vous savez pas de combien de mois à peu près? Non, monsieur. Il n'a pas encore vu son avocat, donc la sincérité qu'il va avoir devant moi, elle a à mon sens
plus de valeur que celle qui vient après l'entretien avec l'avocat, qui lui aura peut-être expliqué un certain nombre de choses sur l'intérêt qu'il aurait à dire de la vérité. Moi, j'essaye de le mettre face à sa responsabilité, principalement. Voilà dans quel cadre je me situe. Mettre les gens face à leur responsabilité personnelle et puis à leur responsabilité pénale, c'est-à-dire au risque qu'ils encourent judiciairement. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Attendez, on va vous enlever les menottes. En fait, quand la police vous a interpellé, ils se sont rendus compte que vous étiez en état d'ébriété, vous aviez énormément bu. Pourquoi? Parce que... Ça me soulage, ça me soulage. Ça vous soulage? Et alors, pourquoi vous avez besoin de vous soulager? Parlez-moi un peu juste de votre famille, Est-ce que... Jusqu'à mes 17 ans, la famille, c'était pas la famille, quoi. J'étais en foyer. Il y avait des problèmes avec vos parents et puis... Ça se tapait sur moi, voilà. Vous étiez frappé? Ouais. Bon. Donc c'était pas facile à la maison? Non, du tout. Et vous n'avez pas de famille qui aurait pu vous venir en aide à ce moment-là? Si, une bouteille, quoi. La bouteille de vodka ou un truc comme ça. C'était ça, votre famille? Voilà. Votre ami et tout? Ah bah, dire que heureusement, je suis pas allé plus loin que l'alcool. Mais c'est déjà trop. Moi, j'ai vu que dans votre casier judiciaire, la première condamnation remonte à octobre 2002. Et alors ensuite, les menaces de mort, elles sont dans le vocabulaire que vous utilisez. Alors, est-ce que vous avez eu l'intention ou pas? Vous leur avez dit, je vais vous frapper. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Je vais faire de vous mes esclaves, je vais vous couper les parties qui vous permettront d'avoir des orgasmes, je vais te trancher ta chair. Moi, j'ai dit, vas-y, j'ai injurié par rapport à mes 20 €, mais j'ai jamais été dans la débandade de ces mots. Bon. Ce qui va se passer lors de l'audience. Donc le procureur va requérir, moi je vais plaider. De toute façon, je pense qu'il requérera l'emprisonnement. Parce que les faits sont graves, parce que... Mais ce sera voilà, et vous, même... Je sais pas combien il va requérir. Je sais pas du tout. Je peux pas vous le dire. Beaucoup, je pense beaucoup. D'accord? Attendez. Merci, bon courage, attendez, on va venir vous chercher. Malgré son casier judiciaire chargé, Aurélie va tenter de lui éviter un retour en prison. Moi, je pense que quand on est avocat, on doit tout défendre. On peut défendre n'importe qui. Ensuite, si on n'est pas capable de le faire, il me semble que, justement, on a une clause de conscience qui nous permet de dire non et de refuser. Moi, il me semble, j'ai fait ce métier-là pour défendre tout le monde. Alors ensuite, chacun a une personnalité particulière. On peut retrouver chez le pire des criminels des éléments particuliers, que ce soit dans sa vie, dans son enfance, dans ses rapports avec les gens. Et voilà, trouver pourquoi il y a eu cette faille. Et puis le défendre le mieux qu'on peut. Et voilà, avec toute la vigueur qu'on peut. À chaque sonnerie qui retentit, un prévenu arrive du dépôt pour une comparution immédiate. C'est le service P12 du parquet qui en décide, en liaison 24 heures sur 24 avec les forces de police et de gendarmerie. Oui, hello. Oui, bonjour, monsieur Debaptiste, temps Renaud de l'EPQ du 7e arrondissement. Je vous écoute. Je vous appelle pour une garde à vue en cours pour des violences conjugales Oui. en 2006. Vous tenez au courant la permanence criminelle, hein? De violences conjugales attestées par un certificat médical indiquant une ITT de 4 jours. C'est des braqueurs aussi, ça? Oui, hello. Monsieur Debaptiste? Oui. Oui, bonjour, commandant Cronat, deuxième DPJ à Paris. Oui. Je vous appelle donc pour l'interpellation de 2 individus avec 150 grammes de cocaïne. Combien il reste de procédures? Alors, ils sont interpellés dans quelles circonstances? Ils vont tous les deux dans une petite rue, donc... Au revoir, capitaine. Oui, je vous passe monsieur Debaptiste. Ça a été envoyé pour une expertise. Quittez pas une seconde, hein. Oui, ben c'était la permanence criminelle Voilà. qu'il avait déjà eue. Ok. Et j'avais fait... Oui, ça se dégonfle. Alors voilà, là, vous êtes au cœur de la permanence téléphonique, le service de traitement en temps réel, où convergent tous les appels téléphoniques. Nous rendons compte des gardes à vue en cours. Nous recueillons les procédures qui nous arrivent des commissariats pour les personnes qui sont déférées, c'est-à-dire amenées au palais de justice sous escorte à l'issue de la garde à vue et qui vont être orientés soit
vers une procédure d'information devant un juge d'instruction si ce sont des faits graves qui méritent des investigations, soit en comparution immédiate si l'affaire est en état d'être jugée et mérite également une réponse pénale immédiate, soit une convocation par le procureur à une date d'audience qui peut avoir lieu dans les 2 mois. Entendu. Ok, je vous passe le greffe. Merci. Une véritable gare de triage de la justice. Il est 13h30. Aurélie a terminé d'étudier le dossier de ses clients. Elle a déjà en tête ses axes de défense et la structure des plaidoiries qu'elle entend prononcer. C'est la galère. Bonjour. Est-ce que l'audience a commencé? Oui, d'accord. L'audience va débuter avec le cas du prévenu de ce matin. Vous êtes né le 23 juillet 1982 à Paris 19e. Alors, est-ce que, monsieur, vous avez accepté d'être jugé immédiatement? Oui, monsieur. Oui. Alors, voilà comment se présente l'affaire. Mademoiselle Réveillec, vous lui avez avancé il y a quelque temps une barrette de shit pour un montant de 20 €, d'ailleurs destiné à un de ses amis, et elle ne vous a pas remboursé le montant de cette barrette. À ce moment-là, vous leur demandez, sur un ton tout de même assez menaçant, de bien vouloir les suivre. Elle dit, par exemple, voilà, c'est quand même, si vous bougez, par exemple, c'est une bastos dans la tête chacune. Parce qu'à un moment, vous auriez fait croire que vous aviez un silencieux. Je sais que j'ai abusé, mais j'ai pas menacé ni de viol, ni de mort. Est-ce que vous vous rendez compte, quelles que soient les divergences sur certains aspects des faits, en prenant en compte uniquement ce que vous admettez, que c'est insensé. C'est quand même insensé. Pour 20 €, pour une histoire d'une barrette de shit de 20 €, vous avez menacé ces jeunes filles, vous les avez quand même violentées, en leur donnant des gifles, en portant un coup avec le manche du couteau, pour une histoire de 20 €. Vous dites même à un moment, quand j'ai bu, je peux être féroce. Je me rends compte que j'ai vraiment un gros problème par rapport à l'alcool. Et franchement, je serais à jeun ou je serais normal, je serais jamais allé. Donc vous travaillez, bonne santé générale, mais enfin bon, il y a le problème d'alcool. Non reconnu par son père, il est élevé par sa mère, saoul et alcoolique. Donc vous avez été placé à la DAS à l'âge de 9 ans. Il semble bien inséré sur le plan professionnel, car le fait de travailler le soutient. Cependant, le manque de mère et le vécu des violences subies le maintiennent dans une dépression notable que la consommation d'alcool tente vainement de résorber. Y a-t-il des précisions ou questions, monsieur le procureur, pour réquisition? Bien, réquisition, mais monsieur le président, madame, monsieur le tribunal. Je crois qu'il y a plusieurs aspects dans ce dossier, évidemment. Il y a le côté complètement saisissant du motif initial de ce déchaînement de violence. Effectivement, quand je bois, je peux être féroce. N'est-ce pas? Quand je bois, je peux être féroce. Et quand je bois, je suis féroce. Rien ne m'arrête. Je me suis énervé, c'est parce qu'elle a essayé de me prendre par les sentiments et de me la mettre dans le cul, alors j'ai pété les plombs. Si tu bouges, je vais chercher mon revolver, je te flingue. Ce sera ou la mort ou le viol. Et la victime s'est effectivement vue caressée avec le tranchant d'un couteau de boucher. Et lui, quand on l'entend, il dira « Non, c'était pas méchant, c'était juste pour qu'elle m'écoute. » Le seul moyen de l'en empêcher, c'est de le priver de liberté. Et suffisamment longtemps pour que le temps de la réflexion mûrisse et que celui-ci soit confronté à la réalité de ses actes. Je vous demande de le condamner à la peine de 18 mois d'emprisonnement et de prononcer le mandat de dépôt en ce qui concerne la peine qui n'est pas assortie du sursis. Merci, monsieur le procureur. La défense. Alors bien entendu, je ne partage absolument pas l'analyse que vient de vous faire monsieur le procureur de la République très brillamment. Effectivement, il faut préserver la tranquillité de ces 2 jeunes filles, d'autres jeunes femmes, peut-être de son ancienne amie. Il faut préserver son travail. Comment faut-il faire?
On vous suggère qu'il faut l'enfermer d'abord, il perd son travail, et puis ensuite le faire sortir au bout de quelques mois, quand il aura bien réfléchi, quand il aura perdu son emploi, et quand il n'en retrouvera pas un, parce qu'il a un casier judiciaire, parce que s'il a trouvé un travail aujourd'hui, eh bien c'est peut-être sa solution, et la seule qu'il ait aujourd'hui de s'en sortir. Alors certes, il pourrait avoir un langage châtié, mais ça n'est pas son cas. Il n'a pas eu cette chance. Pourquoi? Parce que dès 9 ans, où va-t-il? À la DAS. Et quand il n'est pas à la DAS, où est-il? Dans des foyers. Et quand il n'est pas dans des foyers, où est-il? Dans des foyers de redressement. Et ainsi de suite jusqu'à sa majorité. Et quand il voit sa mère, que lui arrive-t-il? Il se fait frapper. On ne lui apprend pas à bien s'exprimer. On ne lui apprend pas à bien se comporter, non. On lui apprend tout l'inverse. Alors c'est vrai, pour 20 €. 20 €, qu'est-ce que c'est? Ça n'est rien. Ça serait pour 1000 ou pour beaucoup plus. Ça serait exactement la même chose, les mêmes faits. Il a honte. Il regrette. Alors pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, pour lui permettre d'avoir la chance de ne pas recommencer et de s'insérer dans la société, je vous demanderai d'assortir sa condamnation à du sursis. Merci, maître. Jugement tout à l'heure après la suspension d'audience. Dossier numéro 6, monsieur... C'est fini. Aurélie a quelques secondes pour enchaîner avec sa deuxième affaire. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, le tribunal rend ses décisions dans le dossier numéro 2. Alors, monsieur, vous êtes déclaré coupable de l'ensemble des infractions qui vous étaient reprochées. Le tribunal vous condamne à la peine de 30 mois d'emprisonnement, concernant donc la peine de ferme qui s'élève à 18 mois de prison, donc en raison, comme je l'ai indiqué, de l'exceptionnelle, je dirais même, gravité des faits. C'est le coup de massue. Le juge est allé au-delà des réquisitions du procureur. J'ai cru pas bien entendre 30 mois. C'est 12 mois de plus que ce qu'avait requis le procureur de la République. Pourtant, j'avais dit 18 mois, il me semblait que c'était à peu près correct par rapport aux faits. Le procureur a en plus demandé seulement 8 mois ferme et 10 mois avec sursis. Et tout d'un coup, là, on a 12 mois de plus. Là, je me dis que j'ai servi à rien aujourd'hui. C'est assez terrible. Parfois, on a l'impression de servir à quelque chose. Puis là, c'est décevant. Mais c'est pour ça qu'il faut que tout soit changé, tout soit rénové, pour que vraiment il y ait des droits de la défense. Parce que là, tout d'un coup, on nous dit ça suffit finalement, voilà, votre journée est terminée, vos comparutions immédiates sont terminées. Alors qu'en fait, non, c'est pas terminé. Il faudrait qu'on puisse continuer, qu'on puisse aller les voir, qu'on puisse leur expliquer pourquoi on laisse les choses telles que ça. Aurélie est déçue. Elle doute de ses capacités et même de son métier. Parfois, après des journées comme celle-ci, lui prend l'envie de raccrocher la robe. Je déclare ouverte la 16e... Plus que jamais, elle hésite à se présenter au concours. Aurélie sait pourtant qu'une victoire lui permettrait d'obtenir de belles affaires. À Paris, de nombreux ténors du barreau sont passés par cette école d'éloquence, comme maître Jean-Yves Le Borgne, une figure du palais. Le barreau de Paris est une sorte de monstre rassemblant 20 000 avocats, dont une large part de jeunes avocats, et on peut avoir le légitime souci de se distinguer dans ce flot humain. C'est une sorte de promotion selon le vieux critère démocratique du concours et du jugement par les pairs. Quand on a été secrétaire, on le reste toute sa vie et on l'inscrit sur sa carte de visite. Le concours apporte de l'expérience et une notoriété qui permet de se faire un nom au palais. Et le droit d'être convié au bal du bâtonnier, signe que l'on est un avocat qui compte.
Mais l'amour des mots n'est pas l'unique raison pour laquelle on passe le concours. Durant 1 an, les lauréats seront tous les jours au palais de justice comme avocats commis d'office. Un statut prioritaire par rapport à leurs jeunes confrères qui n'effectuent des permanences que tous les 2 mois en moyenne. Ils sont quotidiennement, par rapport aux autres qui ne le sont que irrégulièrement, ils sont quotidiennement commis pour les audiences de comparution immédiate. C'est dire qu'après 1 an de conférence, on a quand même accumulé une expérience des affaires pénales qui n'est pas négligeable.